Salam alaikum wa rahmatullah. C'est avec un grand plaisir que je sois parmi vous pour discuter d'une thématique pointue qui relève beaucoup plus des pathologistes que de l'endocrinologue. Mais j'ai accepté le défi pour représenter la communauté des thyroïdologues marocains et de parler des tests moléculaires en cytologie thyroïdienne. Je tiens à remercier le professeur Al-Khaour qui m'a adressé la thématique. Et je remercie tout le staff qui a fait réussir cette journée et toutes les autres journées du congrès. Donc je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. L'objectif de ma présentation, c'est le premier, c'est quelle problématique va traiter les tests moléculaires en thyroïdologie. Le deuxième objectif, quelles sont les anomalies moléculaires à rechercher et par quelle technique. Et le dernier objectif, quelle technique de prélèvement. Et bien évidemment, on va voir aussi les éventuelles techniques qui peuvent exister dans notre pays. Donc commençons d'abord, qui a fait démarrer notre soif envers les tests moléculaires en thyroïdologie. Il faut savoir que le nodule thyroïdien est une situation très fréquente, population au Maroc, et le risque de malignité est très faible. C'est pour ça que notre objectif, c'est d'arrêter les chirurgies inutiles qui vont enlever que du bénin et de se concentrer que sur le malin. La prise en charge habituelle commence toujours par une TSH pour éliminer un nodule chaud avec un complément scintigraphique quand la TSH est moins de 1 et éventuellement le couple échographie cytoponction en fonction de la taille. On va décider au nom d'une cytoponction et à la fin ça va être une classification Bethesda de 1 à 6 pour pouvoir déceler ce qui est déterminé et ce qui est indéterminé. Il faut dire que les Bethesda 1 et 3 sont à refaire dans la plupart des cas et on finira par avoir des anomalies déterminées qui sont le bénin et le malin, à savoir le Bethesda 5 et 6, et malheureusement avec des situations indéterminées qui nous posent question, et c'est ce qui nous met devant une incertitude. Est-ce qu'on va laisser et surveiller quelque chose de malin, ou plutôt on va y aller de manière agressive d'opérer ces patients-là? Il faut d'abord savoir, cette situation indéterminée, quelle est sa fréquence dans la population? Est-ce que c'est un problème fréquent? En revenant à la grande méta-analyse de 145 000 patients, avec 38 séries entre 2010 et 2018, de M. Wong, et les résultats étaient pour une analyse déterminée dans 70% des cas et indéterminée dans 30% des cas. Et il faut dire que c'est ça, la cytoponction, une forte valeur prédictive positive et une forte valeur prédictive négative du malin. Malheureusement, 30%, vous aurez toujours 30%, presque un tiers des résultats indéterminés. Et il est impossible d'évaluer l'invasion à l'aide d'une cytoponction. Le même travail a été réalisé dans notre service et on était parmi les premiers à publier une série de la classification EUTERATS adaptée à la population marocaine. Et dans notre série, on a trouvé qu'il y avait 72% de déterminés. Et malheureusement, 28% des cas, on était dans l'incertitude entre le malin et le bénin. Ça réconforte nos résultats puisqu'on est dans les normes par rapport à ce qui est demandé, et c'était l'objectif de notre étude. Est-ce qu'on est dans les normes de la thyroïdologie internationale ou pas? Mais quand vous êtes dans cette case, il ne faut pas être rassuré parce que vous avez entre 10 et 40% de risque de malignité. Quelles sont les solutions? Je suis devant un nodule avec une cytologie indéterminée, quelle que soit son indication. Est-ce que c'était EUTERAS 3, 4 ou 5? Maintenant, la première, c'est de refaire. Refaire, ça a été très bien élucidé pour le Bethesda 3. Refaire et refaire, bon, au moins 2 fois, parfois plus.
Mais il faut dire qu'on ne peut pas refaire les 4 parce que quand vous refaites les 4, vous arrivez à avoir le même résultat. Donc, ce n'est pas la peine de le refaire. Donc, c'est un angle mort de notre vision de chaque jour. Le deuxième moyen, on peut biopsier. Biopsier le nodule, ça nous fait savoir, surtout ça nous règle le problème des non-diagnostics et les problèmes des Bethesda 3, mais ça ne nous règle pas les problèmes des Bethesda 4 parce que biopsier, aucune idée sur l'invasion du contour. Et donc, on va toujours rater le folliculaire invasif, ça veut dire le carcinome folliculaire. La troisième méthode, c'est d'avoir ce qui est fonctionnel, la fonctionnalité en matière de médecine nucléaire de votre nodule. Et là, deux méthodes, que ce soit la scintigraphie technetium MIBI ou le PET scan, vont nous apporter de l'aide, mais toujours avec un angle mort en matière des tumeurs oncocytaires qui vont faiblement métaboliser le glucose et aussi faiblement capter le MIBI, d'où l'intérêt, parce qu'un MIBI négatif nous réconforte, sauf, je le dis bien, sauf dans les tumeurs à caractère oncocytaire. Donc, nous reste quoi? Nous reste la chirurgie. Vous acceptez à faire opérer ces patients-là et à prendre ce défi pour avoir un résultat histologique? La plupart au Maroc optent pour ce point, pour cette attitude. Mais le problème, c'est les comorbidités de la chirurgie. Et je viens de recevoir une patiente pour un bénin. Voilà ce qu'on a laissé sur place, une grande cicatrice unilatérale d'une lobismectomie. Est-ce que, si vous étiez à sa place, vous acceptez ceci? Donc finalement, le premier souci qui relève à éclaircir la situation et à exposer les tests moléculaires, c'est le caractère indéterminé qui va nous amener à différencier entre le malin et le bénin. Et donc, il y aurait deux stratégies. Soit vous préférez un examen qui aura une forte valeur prédictive négative pour vous faire un phénomène de roll-out et donc éliminer le malin, ou plutôt chercher un examen qui a une forte valeur prédictive positive pour faire un phénomène de roll-in. Et parfois, même avec la biologie moléculaire, vous serez dans l'indéterminé. Est-ce qu'il y a d'autres apports, à part le nodule à cytologie indéterminée? La réponse est oui. Parfois, il vous arrive à adresser aux chirurgiens les Bethesda 5. Et résultat, est-ce qu'on va les adresser pour faire une lobismectomie ou une thyroïdectomie totale? Et parfois, on adresse le patient qui a 2 cm, 2,5, voire même 3, et on préconise, vu qu'il n'y a pas d'invasion capsulaire, pas d'adénopathie, un geste à minima, une lobismectomie, et après une semaine, on reprend le patient parce qu'il y avait des signes d'agressivité histologique. Donc c'est un malheur. Et donc là, les tests moléculaires peuvent nous dire s'il s'agit d'une forme agressive pour être agressif dès le départ. Et parfois, même dans les indications du curage, est-ce que je peux indiquer le curage à partir des tests moléculaires? Troisième point sur le plan des tests moléculaires, ce qu'ils vont nous apporter, c'est surtout en matière de prise en charge chirurgicale. On a vu ensemble, et on peut avoir, aussi on peut tester le caractère réfractaire à l'iode à travers les mutations trouvées. À savoir, la mutation par exemple BRAF 600E, ils sont caractérisés par une résistance à l'irathérapie. Et en plus de ça, actuellement, et vous l'avez vu, on l'a vu ensemble dans les recommandations de l'ADA, il existe des thérapies ciblées et on ne peut pas faire de thérapie ciblée sans études moléculaires. Donc plusieurs champs d'intervention des tests moléculaires, du diagnostic jusqu'à la thérapeutique. Il faut dire que pourquoi on peut choisir les tests moléculaires en cytologie thyroïdienne? Pour mieux classer les lésions indéterminées, pour orienter la prise en charge vers des signes moléculaires, si on trouve des signes moléculaires d'agressivité pour indiquer carrément une thyroïdectomie totale, voire un curage ganglionnaire. On peut prédire la réponse à l'iode 131 et on peut amener à faire des tests moléculaires pour éventuelles thérapies ciblées. La deuxième question, quelles sont les anomalies moléculaires et quelles sont automatiquement les techniques qu'on va utiliser pour les guetter?
En effet, en matière de tumorogénèse thyroïdienne, il y avait un bouleversement des connaissances. C'est ce qui a amené à faire une nouvelle classification anatomopathologique en 2017 qui a été publiée. Et les marqueurs de tumorogénèse qu'on peut avoir, si vous avez plusieurs anomalies moléculaires regroupées, ça peut vous indiquer de quel type de tumeur s'agit-il. Au moins, ça peut vous dire est-ce que c'est malin ou est-ce que c'est bénin. Parfois, le risque de malignité ne dépasse pas 50%, ça veut dire ne dépasse pas le risque que le nodule a au départ, et automatiquement, ça nous laisse dans une situation, encore une fois, indéterminée. Les mutations de BRAF V600E sont caractérisées vers le malin, surtout quand ils sont associés avec le TERT, mais il faut dire que les mutations de RAS ne sont pas spécifiques du malin. C'est vrai qu'ils sont présents dans la moitié des cancers folliculaires, mais on peut les trouver dans les adénomes folliculaires. Donc, l'idée, c'est pouvoir regrouper les anomalies pour chaque type de tumeur. Et à chaque fois qu'on recense et on essaie de chercher les mutations, les fusions et les anomalies du micro-ARN, à travers ces anomalies, ça va nous dire de quel type histologique et ça va nous dire est-ce que c'est malin ou bénin. Il faut mémoriser que certaines altérations génétiques, notamment l'association de l'altération BRAF avec la fusion entre RET et PTC, qui est très synonyme du carcinome papillaire classique. Il faut souligner aussi que la mutation RAS et RAS-like, c'est en faveur d'une prolifération tumorale bénino-maligne, point d'interrogation. Il faut dire que la présence de mutation PCCON3 avec la mutation du promoteur TERT est en faveur de l'agressivité et les mutations de RAS et de RAS-like sont en faveur de lésions folliculaires. Maintenant, pour étiqueter ces anomalies, quelles sont les techniques qu'on va utiliser pour découvrir de quelle anomalie génétique somatique s'agit-il pour notre nodule? Plusieurs panels ont été utilisés. Le premier, le plus ancien, c'est un panel de 7 gènes et qu'on peut le faire à l'échelle locale dans n'importe quel service qui fait de l'étude génétique. Après, il y avait le développement grâce à la technique séquentielle de nouvelle génération qui permet de séquencer plusieurs gènes en même temps, des milliers de gènes. Ça nous a permis de trouver plusieurs panels qui ont été largement étudiés et on a les résultats sur ces différents panels, à savoir le Tirosec, la Firma, le TIRGEN-Next et le Tiramir, qui est associé au Tiramir, dont le prix que vous le voyez en bas, entre 3 000 et 6 000 $ aux États-Unis. Ce sont des prélèvements des panels américains qui ne sont pas vulgarisés beaucoup en Europe à cause de leur prix. Le premier, c'est le panel de 7 gènes. Et l'objectif, c'est de trouver les principales mutations qui sont associées au malin et surtout les principales mutations qui sont associées au carcinome papillaire classique. Donc, un panel avec 3 mutations de gènes associées à 4 fusions. Et ces 7 anomalies, quand vous le trouvez, c'est en faveur du malin. Quand vous ne les trouvez pas, on ne peut pas exclure le malin et donc on reste dans l'indéterminé. L'impact de cette technique a été largement étudié et ça garde toujours une forte valeur prédictive négative. C'est ce qui nous amène parfois à l'utiliser, surtout pour des hôpitaux qui peuvent l'essayer à l'échelle locale, ceux qui ont de la génétique dans leur hôpital, et à tester la valeur prédictive négative de ce choix de gènes. Et à la fin, déjà dans les publications, on a des paramètres rassurants et on peut l'utiliser à titre indicatif, mais il y aurait beaucoup de lésions indéterminées. Comme il a été suggéré dans cet article, de pouvoir trancher par l'étude moléculaire et indiquer une chirurgie à chaque fois que vous trouvez des lésions en faveur, que vous allez les trouver d'après cette
cette analyse dans 70% des cas. Donc, ça permet de détecter 70% du malin et du coup, éviter 45% des chirurgies inutiles. Un autre panel qui est très performant, le tir au sec, il a l'avantage d'avoir une valeur prédictive négative très élevée. Il étudie une 80aine de gènes et de fusions, et avec une valeur prédictive négative qui dépasse 95% aux alentours de 97%. Le résultat de ce test, il va vous dire, soit vous êtes devant un bénin, soit vous êtes devant un certain degré de suspicion. Un certain degré de suspicion, et vous voyez ici, par exemple, vous êtes entre 40 et 80% si vous avez ces anomalies-là, entre 95 et 100% si vous avez des anomalies-là, et avec un faible risque si vous avez ces deux premières anomalies. Et donc, ça nous permet au moins de pouvoir exclure le bénin. Le deuxième point, le deuxième test, c'était la firma. La firma, elle aussi, elle se fait en deux temps. D'abord l'atlas et puis l'expression. Donc, c'est une version qui étudie la mutation de BRAF avec les transcriptions de fusion RET-PTC qui sont très pathognomoniques du papillaire classique, et elle garde elle aussi une forte valeur prédictive négative aux alentours de 96%. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans ce sens. D'abord, faire la firma GSC pour exclure le bénin, et à partir de là, si vous avez une suspicion, vous passez à faire un séquençage plus détaillé pour pouvoir tirer par la suite une conduite à tenir en fonction de pourcentage qu'elle va vous nous donner cet examen. Le troisième et le dernier examen qui a été très bien étudié dans la littérature, c'est le tir GenNext associé au tir AMIR. De la même manière, en deux temps. D'abord, on fait le tir GenNext pour exclure les malins et les envoyer à la chirurgie. Quand vous ne trouvez rien, vous partez chercher les anomalies des micro-ARN, ça veut dire des petites anomalies que vous allez séquencer des milliards d'ARN pour pouvoir trouver les anomalies. Et si vous trouvez les anomalies, vous allez redresser le tir vers une chirurgie. L'idée, c'est que dans ces derniers examens, ça vous donne même une idée sur l'agressivité en vous donnant, par exemple, ce que vous voyez ici, l'exemple du micro-ARN 155 qui est associé à un comportement tumoral agressif. La valeur prédictive négative, elle aussi, très forte, très élevée par rapport au premier panel de cette gène, avec une spécificité et sensibilité qui est très élevée. Il était question de voir, est-ce qu'il y a une différence entre ces différents tests? Évalués en head-to-head devant des nodules de cytologie indéterminée, il n'y avait pas de différence. Les deux font éviter, d'après cet article de comparaison, 49% de chirurgie inutile. Et donc, il était question de choisir quel test je vais choisir dans ma pratique quotidienne. Vous devez faire le choix. Quelle est votre attitude déjà? Est-ce que vous faites partie de l'école qui fait de la surveillance active? Ça veut dire, vous voyez le lésion le nodule qui est indéterminé et vous le surveillez beaucoup plus que l'indication chirurgicale. Si vous êtes pour l'indication chirurgicale, il faut avoir un examen avec une forte valeur prédictive négative. Ça veut dire les 3 panels américains. Si vous voulez avoir un examen qui va vous aider dans la surveillance active, il faut choisir le panel qui a une forte valeur prédictive positive, ça veut dire celui qui va indiquer le cancer. Et dans ce cas-là, vous allez choisir plutôt le premier. Mais attention, quand on parle de valeur prédictive positive et valeur prédictive négative, ici, vous ne démarrez pas avec un risque de 0, vous démarrez avec un risque de malignité entre 10 et 40%. Et donc, il ne faut pas se fier à ça, mais peut-être la meilleure attitude, c'est de redresser votre attitude en fonction de l'étape initiale. Si vous avez déjà un indéterminé avec un moléculaire indéterminé et vous avez un ETRA de 5 à l'échographie,
il faut envoyer le patient à la chirurgie. Mais par contre, si vous avez des signes de bénignité, même si vous êtes dans l'indéterminé moléculaire, on peut partir faire de la surveillance active. Un exemple de résultat, par exemple sur votre droite, l'exemple 2, présence de mutation NRAS, c'était faite par le Tyrosec V3, le dernier qui a été actualisé en 2017. Mutation NRAS Q61R, elle est activation de la voie MAP kinase et PI3 kinase. Ce profil est typiquement observé dans les adénomes folliculaires et les carcinomes folliculaires encapsulés. Le risque de malignité est estimé entre 40 et 60%, donc ça nous laisse quand même à notre fin. Et dans ce cas-là, à travers ces résultats, c'est une lobectomie diagnostique. Donc, à travers tout ce qu'on a vu ensemble, ils vont apparaître dans la plupart des recommandations. En ce qui concerne ici, vous avez les recommandations de l'ETA 2023 qui les recommande devant des nodules indéterminés. La Société française d'endocrinologie, elle aussi, elle a demandé, elle a fait appel à étudier ces panels moléculaires et à travailler en local dans chaque centre de génétique pour faire valider les gènes à rechercher et faire des tests locaux pour réduire le prix parce que ce sont des panels qui sont extrêmement chers. Vous êtes à votre fin, quelle est la technique qui est disponible au Maroc? Alors, le séquençage de dernière génération, on peut séquencer 42 mutations et le prix se fait à l'INO, mais sur des pièces opératoires, pas sur la cytologie. Au CHU Hassan II, on peut étiqueter les mutations. À chaque mutation, il y aurait un prix. Vous voulez rechercher la mutation BRAF, la mutation RAS, et toujours dans une pièce, ça veut dire soit microbiopsie, soit une pièce opératoire. Donc beaucoup plus à un intérêt pronostic. Le seul examen qui se fait dans le laboratoire Raviyad, par exemple, de Rabat, quand on a contacté le biologiste responsable, il nous a dit qu'il a ce panel du thyroïde et poumon et qui comporte plus de 38 mutations et il est à un prix de 12 000 dirhams. Le problème, c'est un panel qui étiquette les fusions des gènes. Et il faut savoir que les fusions sont rares dans les lésions indéterminées, moins de 10%. Cela veut dire quoi? Si vous utilisez ce test, c'est pour une valeur prédictive positive. Ça veut dire s'il est malin, c'est malin, mais s'il est négatif, ça n'élimine pas le malin. Donc l'utilité, dans notre contexte, reste quand même à vérifier. L'utilité peut être pour guetter l'agressivité, il a été bien illustré dans la littérature. On peut l'utiliser pour guetter l'agressivité et on ne peut pas l'utiliser pour étiqueter le malin. Donc, un autre examen qui est en cours de commercialisation par le même laboratoire pour l'année prochaine, le thyroprint. Alors cet examen, il est bien illustré dans la littérature. Il a une étude randomisée vis-à-vis chirurgie simple et les résultats étaient franchement positifs avec une forte valeur prédictive négative et avec une sensibilité élevée. Il est prometteur, on n'a pas encore d'idée sur le prix et quand on a voulu voir, il est partout commercialisé en Europe, en Asie et dans beaucoup de pays à rendement limité et on se demande s'il sera à moins de 12 000 dirhams, ça va être très intéressant dans notre pratique quotidienne. Maintenant, quelle preuve dans la prise de décision face à un Bethesda 4 ou 6? Une seule étude a été faite dans ce sens pour pouvoir étayer les choses et ça a permis de redresser le geste chirurgical dans 91% chez ceux qui ont fait l'étude moléculaire contre 61% dans le bras où on n'a pas fait d'études moléculaires. Ça veut dire ça nous permet de redresser le geste chirurgical quand vous trouvez des signes en faveur de l'agressivité. Et en ce qui concerne la thérapeutique, ça figure largement dans les recommandations de l'ATA 2025 où les principales thérapeutiques recommandées s'appuient sur les études moléculaires. Maintenant, et rapidement à la fin, quelle est la technique?
La technique, c'est simple, faire une cytoponction simple avec liquide de rinçage. D'abord, la cytoponction étalée, étudiée par le pathologiste, et l'autre prélèvement de rinçage va être dédié pour l'étude moléculaire. Le liquide de rinçage, il y a un liquide pour chaque méthode. La méthode, par exemple, du panel dont je vous viens de parler, qui est commercialisé au Maroc, ça se fait avec du sérum salé. Fixation simple, lui, il va faire le surnageant, il va assécher, congeler et l'envoyer en France pour être traité. Il y a des méthodes qui peuvent traiter sur des lames anciennes. Il faut que la lame ne dépasse pas 1 mois et on peut traiter sur grattage de lame en recherche des anomalies des micro-ARN. Et bien évidemment, avant d'envoyer le prélèvement, il faut remplir une fiche de génétique pour faire les tests moléculaires comme les recommandations en vigueur. Donc, ce qu'il faut retenir à travers l'intérêt des tests moléculaires en pratique clinique, c'est que le premier intérêt, c'est de mieux classer les lésions indéterminées et d'éviter les chirurgies inutiles. Bien évidemment, ça peut aussi orienter la prise en charge chirurgicale vers lobismectomie ou thyroïdectomie totale. Ça peut prédire le caractère réfractaire à l'iode 131 vu la dédifférenciation du NIS. Je n'ai pas eu le temps pour développer ce point, mais on peut le discuter après. Et ça permet aussi le développement des thérapies ciblées avec le phénomène d'addiction oncologique qu'on aura le temps pour le caractériser. Je finis par cette conduite pratique, c'est que vous avez 70% de déterminés et 30% d'indéterminés. C'est que je dois, en tant qu'endocrinologue, arrêter le saignement et arrêter les chirurgies inutiles. Je vous rapporte l'écrit de Stefano Spiesa qui est avec nous. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut sauver des thyroïdes. C'est un nouveau paradigme dans l'étude de la thyroïde ou dans les soins de la thyroïde. Et donc, en réalisant des études moléculaires pour faire soit un roll-out et éliminer le bénin, soit un roll-in et chercher le malin. L'idée, c'est que parfois, il y a des inconvénients, et surtout le premier, c'est l'inaccessibilité et le caractère onéreux. Et c'est pas toujours discriminatif. Parfois, ça vous donne le même résultat, toujours dans l'indéterminé. Et à la fin, il y a d'autres tests à faire. Si vous n'avez pas les tests moléculaires en main, il faut penser à caractériser pour ne pas envoyer tous vos malades indéterminés en chirurgie. Et merci pour votre attention.